C'est extraordinaire. Nous voilà rendus à la conférence de Rémy Tremblay, le président et fondateur de la Maison des leaders. Le titre de sa conférence va être « Meilleur humain, meilleur leader, en vie ou en survie ». Il est président fondateur de la Maison des leaders, où il accompagne des leaders de tous les horizons professionnels. Rémy Tremblay a créé ADECO Québec à l'âge de 22 ans et il a assumé la présidence d'ADECO Canada jusqu'en 2004 avec ses 11 000 employés. En 2003, Rémy Tremblay reçoit le titre de Grand bâtisseur du Québec et est reconnu parmi les 120 leaders éthiques dans le monde entier par la chaire de management éthique de HEC. Il a écrit plusieurs livres à succès, dont « Découvrez le bonheur au boulot »,« Les fous du roi » et aussi « J'ai perdu ma montre au fond du lac ». Ce sont des livres à lire, vraiment. Sa conférence est présentée par Desjardins, partenaire grand rassembleur. Bien, écoutez, je me sens, premièrement, un peu fébrile et très privilégié d'être avec vous autres. Vous savez, moi, à chaque fois qu'un groupe d'êtres humains ose ralentir, même si c'est un peu révolutionnaire dans notre monde d'aujourd'hui, pour prendre de la hauteur puis réfléchir à comment on peut réinventer sa vie, la façon de vivre l'aventure dans nos entreprises, bien, je suis content d'être là, d'être au rendez-vous. Alors, je vous remercie, puis je veux vous dire, vous n'avez pas idée, vous n'êtes pas ici, là, mais vous n'avez pas idée à quel point tout le monde ici prend soin de nous. C'est vraiment une aventure puis une belle expérience d'être avec toute cette gang qui organise ces 2 journées. Et non seulement ils m'ont bien reçu, mais ils ont aussi été très ouverts. Marie-Josée aussi, je la remercie, parce que je devais vous parler de comment on a travaillé à évoluer comme être humain, comment on est devenu au fil des années, je pense, des meilleurs êtres humains grâce au dialogue, grâce aux rencontres, au fil des années à la Maison des leaders. Mais quand je m'en venais ce matin, il m'apparaissait que c'était pas ça que je devais parler. Alors, rapidement, Marie-Josée s'est réinventée, merci, et tout le monde m'a bien accueilli. J'ai plutôt le goût de vous parler de ce que nous apprend, de ce que nous a appris principalement ce fameux virus à la Maison des leaders. Ou plutôt ce que nous apprend la nature. On le sait que quand on contemple la nature, quand on l'observe, elle nous apprend sur nous-mêmes, elle nous apprend sur la vie. Mais on découvre surtout qu'on n'est pas séparé de la nature, on est la nature. Ce virus-là, il fait aussi partie de la nature et une des choses qui vient nous apprendre présentement, c'est à quel point on est dans une posture de survie. Ça vient tellement exacerber nos peurs, la peur de mourir, la peur de disparaître, la peur d'être malade, la peur de perdre. Et donc, j'ai le goût de m'adresser à vous autres, pas tellement comme des dirigeants d'entreprise, des gens en ressources humaines, des consultants, mais comme des êtres humains. Je suis assez bouleversé de découvrir à quel point on est dans une posture de survie. Et quand on est dans une posture de survie, on est mobilisé par la peur. Puis quand on est mobilisé par la peur, bien, c'est pas bon pour notre santé. Sonia Lupierre en a parlé hier. Alors, quand on est dans la peur, on est toujours stressé, c'est pas bon pour la santé. Mais comment on fait pour passer de cette posture de survie à, au contraire, se laisser traverser par la vie puis être davantage dans la vie? Quand on est dans une posture de survie, on enseigne la survie à nos enfants. On gère par la peur parce qu'on a peur. Puis dans le fond, in fine, toutes nos peurs sont reliées à cette fameuse peur qu'on a de disparaître, de mourir. Et je vois tellement de leaders d'entreprise qui gèrent inconsciemment par la peur. Vous savez, on entend des slogans « innover ou mourir »,« grow or die », donc ça veut dire croître ou mourir. Toujours cette espèce de menace de la peur de mourir. Alors, j'aimerais ça qu'on observe ensemble, puis qu'on essaie de prendre de la hauteur, puis de se dire, mais
À quel moment dans ma vie, moi, j'ai basculé dans cette posture de survie, puis comment je pourrais la quitter? Et je pense qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'essayer de comprendre comment ça s'est installé dans notre vie. Moi, la journée où j'ai réalisé à quel point la première partie de ma vie, j'avais été dans la survie, ça m'a bouleversé. Je dirais même que je suis un peu basculé dans la culpabilité. Je me suis dit, mais comment ça, Rémi, que tu as eu tant peur? Comment ça que tu en as tant fait pour chercher à être aimé, pour être apprécié, pour accumuler des dollars, etc., dans le fond, toujours habité par cette espèce de peur de mourir, quelque part. Quand finalement, ce que moi j'ai l'élan d'être dans la vie, j'avais l'élan d'aimer, pas de chercher à être aimé sans arrêt. Et on a la chance à la Maison des leaders de travailler avec des scientifiques, des moines, des philosophes de toutes les traditions qui m'ont aidé à comprendre. Puis j'aimerais vous partager leurs enseignements. Dans le fond, ils m'ont raconté mon histoire. Puis là, moi, j'ai le goût de vous raconter votre histoire et la mienne en même temps, parce qu'elle n'est pas différente. À quel moment cette patente-là, ça s'est installé dans ma vie? Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais dans la vie. Pourquoi j'étais dans la vie? Bien, j'avais aucune notion en moi que j'étais séparé. Il n'y avait pas cette patente-là, puis moi, j'étais dans la vie. Alors, j'étais full chill, comme diraient mes fils. J'étais dans la vie, donc il n'y avait rien à faire d'autre que laisser la vie faire sa job. Il n'y avait rien à faire. Il paraîtrait que, selon les scientifiques, cette posture est restée en moi quelques heures ou quelques jours encore après la naissance. Et on est capable de le voir, il paraît, dans les pupilles qui changent de l'enfant. Bien, on est sans peur. Alors, on n'a aucune notion que ce qui est devant nous, ce qui est notre mère, on a l'impression d'être un avec le tout. On n'est pas séparé de l'ensemble. Donc, il n'y a pas de peur. On est dans la vie, il n'y a rien à faire. Et tout d'un coup, il se passe, à mon avis, le plus grand drame de ma vie. Je pensais que le plus grand drame de ma vie, c'était de mourir. Après, j'ai pensé que c'était peut-être de venir au monde, parce que ça doit être un peu quand même épeurant, vivre ça. Non, je découvre que le plus grand drame de ma vie, les chercheurs vont dire, c'est le moment où j'ai pris conscience que je n'étais pas ma mère, que je n'étais pas mon environnement, qu'il y avait moi et le monde, que j'étais séparé du monde. Parce qu'à partir de c'est à cet instant, à cette seconde, cette nanoseconde, que j'ai quitté la vie pour entrer dans la survie. S'il y a moi et le monde, donc je suis menacé. Et si je suis menacé, alors qu'est-ce que je vais faire pour survivre? Et je comprends drôlement rapidement, très rapidement, que pour survivre, il faut qu'on m'aime, il faut que je devienne quelqu'un, il faut que je me batte. Et à partir de là, c'est le début de la survie. Je fais partie d'une autre gang. Il y a deux gangs. Il y a la gang qui pense qu'on prend conscience qu'on est séparés, puis il y a une autre gang qui pense qu'on bascule dans l'illusion qu'on est séparés. Je ne sais pas si vous voyez, la réponse, elle est immense. Si je prends conscience que je suis séparé, c'est donc ça la réalité, et je vais mourir dans une posture de survie. Je vais passer toute ma vie, puis il n'y a aucun espoir. Si je bascule dans l'illusion que je suis séparé, ça veut dire qu'un jour, je peux quitter l'illusion et revenir dans la vie. Savourer la vie, quitter la peur, quitter la survie, être pas mal plus chill, puis avoir vraiment ce sentiment de laisser la vie se faire à travers moi. Vous savez, certains vont parler de spiritualité. Moi, je pense qu'il s'est installé en moi, à ce moment, du petit bébé que j'étais, un fantasme. Comme j'avais connu la vie, le fantasme de pouvoir y goûter encore une autre fois avant de partir. De revenir dans la vie, parce que c'est de la job en titi, être en survie. La raison pour laquelle je pense aussi c'est si important pour moi de vous en parler ce matin, ça m'est apparu. On a perdu 2 de nos belles-filles qui sont décédées avant l'âge de 26 ans. C'est pas tellement qu'elles soient parties, bien sûr, qui était bouleversant. J'ai l'impression qu'elles sont parties sans avoir connu la vie à nouveau. Elles sont parties et elles ont passé toute leur vie dans la survie. Et ça me bouleverse.
Selon les chercheurs, les grands scientifiques s'entendent tous sur la conscience humaine, que c'est à un certain stade de la conscience humaine que tout d'un coup, on peut basculer dans la vie à nouveau. Et il paraîtrait que, présentement, en Occident, il n'y a que 15 % des êtres humains qui arrivent là. Ça veut dire qu'il n'y a que 15 % des êtres humains présentement qui peuvent à nouveau basculer dans la vie puis savourer la vie avant de partir. Ça me bouleverse de penser qu'on est 85 % qui allons partir sans avoir goûté à nouveau à la vie avant de partir. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent en soins palliatifs. Ils me disent que parfois, quelques minutes avant de partir, les pupilles des patients, il y a quelque chose qui change et tout d'un coup, ils regoûtent à la vie. Mais pensez-vous, si on était capable de rebasculer dans la vie 5 ans, 10 ans, 20 ans avant de partir, comment ça change notre vie? Alors, qu'est-ce qui se passe après? Bien, comme je comprends rapidement que pour survivre, il faut qu'on m'aime. En Occident, on a développé 2 stratégies, je dirais. Par exemple, dans ma famille à moi, c'est ma sœur, elle a choisi la stratégie pour être aimée de la conformité. Elle s'est dit, quand je suis conforme, quand je me conforme à ce que mes parents veulent, ce que mes parents aiment bien que je fasse, tout d'un coup, ils m'aiment. Alors, elle a donc travaillé une partie de sa vie jusqu'à son décès. Elle est partie jeune quand même. Elle a choisi la conformité pour être aimée. Bien, moi, comme elle avait choisi cette stratégie-là, il fallait bien que j'en trouve une autre. Alors, j'ai trouvé la deuxième qui était « Ah, moi, je vais tellement être spécial, je vais tellement être différent qu'ils vont m'aimer pour ma singularité. » Mais c'est la même posture. C'est une posture dans les 2 cas de survie. J'ai beaucoup d'amis qui sont très singuliers, qui rient des conformes. Mais dans le fond, on est pareil. Et moi, je me suis dit, bien, je vais être spécial. Quand ma sœur est décédée, j'avais 9 ans. Et j'ai compris que être spécial, c'était plus la bonne affaire parce que mes parents étaient bouleversés, ils voulaient mourir. Donc, je me suis mis aussi à dire, bien, je vais choisir à la maison la conformité, puis je vais être spécial à l'école. Et donc, toute ma vie, à partir de là, j'ai essayé soit de me conformer ou de me singulariser, mais toujours dans le but d'être aimé, parce que j'ai compris que si je suis aimé, je vais survivre. On va prendre soin de moi, on va s'occuper de moi, on ne m'isolera pas. Alors, tranquillement, j'ai construit, co-construit avec les autres une personnalité pour être aimé, pour survivre dans ma famille, dans mon milieu, dans mon école. Et donc, je construis une personnalité. Puis autour de la vingtaine, je me dis, bien, ça, c'est moi. C'est moi, ça, Rémi. Mais ce serait beaucoup plus juste de dire, et là, tranquillement, on arrive à prendre conscience de ce qui s'est vraiment passé dans sa vie. Ça aurait été plus juste de dire à ce moment-là, « Ah ben voilà, Rémi, voilà le moi que j'ai construit pour survivre dans ce monde, en fonction de la famille dans laquelle j'étais, de mon milieu. Voici le moi que j'ai construit pour survivre. » Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que je peux me dire, « Ah, ben je ne suis pas le moi que j'ai construit. Je suis beaucoup plus que le petit moi que j'ai construit pour survivre. » Puis là, il arrive une autre patente qui m'enferme encore plus dans le petit personnage que j'ai construit. Imaginez-vous, là, à la vingtaine, on va voir un orienteur, puis on fait des tests psychométriques, et les tests nous confirment, me confirment, ça, c'est vraiment toi, Rémi. Effectivement, c'est vraiment toi. Alors, je reste enfermé encore plus dans le petit personnage que j'ai construit. Venir au monde à soi-même. Mon ami Serge Marquis m'avait dit un jour, « Ta mère, elle t'a mis au monde, Rémi. Bien, ta job à toi maintenant, c'est de venir au monde à toi-même. » Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Et là, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est il y a un moment où tu vas prendre conscience que tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es beaucoup plus que ça. Et tout d'un coup, il y a cette espèce d'observateur qui est apparu dans ma vie. Et là, je me suis dit, bien, je ne suis pas le petit personnage que j'ai construit, donc j'ai plus à protéger le petit personnage que j'ai construit. C'est une illusion que j'ai construite. Puis je peux être beaucoup plus que ça. Je suis beaucoup plus que ça. Alors, tout ce qu'on dit du petit personnage, tout ce que les autres disent du petit personnage que j'ai construit, j'ai rien à défendre, c'est pas moi. Et tout d'un coup, tranquillement, je peux avoir de moins en moins peur, être de plus en plus dans la vie,
de moins en moins bouleversé par tout ce qui m'arrive. Vous vous êtes donné comme terme, et j'ai vu que ça va évoluer au fil des années, bienveillance, capacité d'adaptation, résilience. Bien, je réalise que c'est uniquement moi, quand j'arrive à basculer dans la vie, qu'automatiquement je bascule dans l'amour. Parce que la vie puis l'amour, pour moi, c'est synonyme. Donc, de la bienveillance. J'ai rien à faire, j'ai pas à devenir bienveillant. Automatiquement, quand je quitte les peurs, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être reconnu, la peur de mourir, tout d'un coup, j'arrive à être dans l'amour. Parce que c'est l'amour ou la peur. C'est pas l'amour ou la vie. L'autre jour, on était dans un groupe de réflexion à la Maison des leaders, et il y a une de nos leaders qui me dit, bien, voilà ce que je suis en train de faire avec mes fils, mais je les aime tellement, tu sais. Je veux tellement les protéger. Et on lui a dit, bien, soyons clairs, tu as tellement peur pour eux, tu n'es pas dans l'amour. Alors, on est dans l'amour ou dans la peur. Et ça a été un moment bouleversant où elle dit, vous avez raison, quand je suis dans la peur, je transfère mes peurs à mes enfants, je les amène dans une posture de survie parce que moi-même, je suis dans une posture de survie. Alors, quand j'arrive à basculer tranquillement, bien, je bascule dans la vie. Et quand je suis dans la vie, je laisse la vie circuler à travers moi. Mais j'ai plus tellement peur. Alors, je bascule dans la vie, je bascule dans l'amour, donc dans la bienveillance. Et il m'apparaît plutôt de m'adapter à ce qui arrive. Et je deviens résilient sans absolument rien faire. Et ce qui me permet d'être résilient, c'est que, bien sûr, je vais mourir, mais ce n'est pas très grave. Vous savez, la vraie peur, ce n'est pas tellement la peur de mourir, mais la peur que mon ego, mon personnage, a de disparaître. Alors, la journée où il est disparu, parce que je sais bien que c'est pas ça, je suis pas moi, bien, il n'y a plus cette peur que l'ego a de disparaître. Au contraire, même je me réjouis quand il disparaît puis il se tasse du chemin. Là, j'ai l'impression d'être dans la vie, parce que quand il reprend le contrôle, ça va pas bien. Quand on est dans la vie, on se réjouit de l'insécurité de la vie qui se présente à nous. On est capable de danser avec tout ce qui se présente, d'accueillir ça, parce qu'on ne se sent plus menacé. Hier, on parlait des mammouths, mais moi, la dernière fois que j'ai croisé un mammouth, ça fait quand même, je ne sais pas combien de milliers d'années, mais on n'est pas menacé. Si je rentre au complexe des jardins pour travailler, il y a très peu de menaces. Comment ça se fait que je vis toujours sous le stress? La menace de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas être apprécié. J'aimerais ça prendre une autre image pour vous raconter ça, pour qu'on réalise à quel point on n'est pas différent de la nature. Je vais prendre le gland du chêne. Le gland du chêne, il sait qu'à l'intérieur de lui, il y a un potentiel de vie. Il y a tout un chêne potentiel dans ça. Et donc, il fait une super job de gland. Il est hyper solide. Solide, assez lourd et solide pour tomber dans la terre, descendre dans la terre et protéger ce potentiel de vie. Bien, c'est ça que le personnage que j'ai construit a fait pour protéger quelque part quelque chose en moi. Mais savez-vous que la plupart des glands ne deviennent jamais des chênes? Parce qu'ils ont tellement bien fait leur job de gland. Et il y a quelques-uns de ces glands qui, tout d'un coup, ont osé être fragiles, osé la fissure, la fragilité. Et c'est à travers cette espèce de fragilité, cette faille, que la vie s'est mise à circuler. Et à partir de là, le gland qui s'est battu longtemps pour protéger la vie, pour faire survivre ce qui est à l'intérieur, inconsciemment, il empêchait la vie. La journée où la fissure se fait, où la vie entre, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire que de laisser advenir ce qui est déjà là dans le gland, le chêne. Malheureusement, les êtres humains, bien sûr, je ne sais pas, moi je m'imagine si j'avais été une graine de tulipe ou un bulbe de tulipe,
Probablement qu'en sortant de terre, puis j'aurais vu à l'horizon des tournesols, je me serais dit « Moi, j'aimerais tellement ça être un tournesol. » Alors, je me serais battu comme un fou pour devenir un tournesol, pour être aimé, pour être grand, pour être mieux que les autres, pour m'élever au-dessus des autres. Mais pensez-vous que si j'étais une bulle de tulipe, je deviendrais un magnifique tournesol, malgré tous les efforts que je pourrais faire? On est un peu bizarres, les êtres humains. Alors, si aussi, nous, dans notre gland à nous, dans notre graine, il y avait déjà tout ce qu'il fallait, et si tout ce qu'on avait à faire, c'est de se laisser advenir. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, la question que je me posais souvent, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie pour survivre, à être quelqu'un? A été remplacée bizarre, elle a fondu pour laisser de la place à une autre question. Qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi? Et tout d'un coup, je me dis, j'ai rien d'autre à faire que d'être là, d'écouter, d'être sensible, avec tous mes sens aiguisés à ce que la vie veut faire avec moi et la laisser faire son boulot. Je réalise que je suis beaucoup moins stressé qu'avant. J'ai beaucoup moins mal dans le dos qu'avant. Je suis beaucoup moins inquiet. Et je réalise que j'aime de plus en plus pas savoir ce qui va m'arriver. Alors, quand on disait que le stress, c'est être devant l'imprévisible, devant le nouveau, devant ce qu'on ne contrôle pas, mais comme j'ai plus rien à faire pour me protéger, j'ai plus besoin de contrôler. Donc, quand je réalise que je ne suis pas en contrôle, c'est une bonne nouvelle, je laisse la vie faire son boulot. Puis quand je suis devant l'imprévisible, je me réjouis. Le Dalai Lama avait dit un jour d'ailleurs, le top du top de la sécurité intérieure, c'est d'en arriver à aimer l'insécurité de la vie. Mais je peux aimer l'insécurité de la vie uniquement quand je suis dans la vie. Quand je suis dans la survie et toute mon énergie est mise à survivre, j'ai peur de tout ce qui pourrait se présenter que je ne connais pas. Quand j'ai plus rien à défendre, plus rien à perdre, tout d'un coup, je suis plus chill, puis je suis plus dans la vie. J'aimerais ça peut-être qu'on prenne quelques secondes de silence, là, parce que pour moi, c'est essentiel de mettre un peu plus de silence dans nos vies. J'aimerais ça que vous preniez juste un petit moment pour vous poser la question, est-ce que ça ressemble à mon histoire? Est-ce que moi aussi, j'ai l'impression d'avoir basculé dans la survie? Ça se peut-tu que je me sente en survie? Ça se peut-tu qu'effectivement, moi, j'ai choisi d'être plutôt conforme, plutôt singulier? Hey, ça se peut-tu que je sois davantage en survie qu'en vie? Je suis capable, tout d'un coup, de connecter avec un petit fantasme en moi qui aurait le goût de basculer dans la vie, de ne plus avoir peur, d'être plus libre. Parce que vous savez, ce chemin-là, c'est un chemin de liberté. Et si on se pose la question de quoi on est prisonnier de nos rêves et de nos espoirs et de nos peurs. Quand on bascule dans la vie, on n'a plus tellement peur, on n'a plus tellement même de rêve. On est vraiment dans savourer la vie qui se présente vraiment à nous. Être totalement présent. Savourer chaque instant qui passe. Quand on parle de cette espèce de vide existentiel ou de quête d'absolu, je ne sais pas si à ce moment-ci, vous êtes capable de connecter à cette petite voix à l'intérieur de vous, à cette voix qui se dit « Ah! J'aimerais être ça, moi, qu'il n'y ait plus rien à faire. Rien à protéger. Rien à défendre. J'aimerais tout ça déposer les armes. J'ai plus besoin de me battre. » Imaginez-vous, quand un leader
un parent dépose les armes, ce que ça crée autour. Je suis très touché de beaucoup de leaders à la maison aujourd'hui qui n'ont plus aucune notion de concurrence ou de compétition. Ils ne se battent plus, ils créent, ils inventent, ils vivent. Ils s'amusent avec ce que d'autres appellent leurs concurrents, mais eux, c'est leurs potes dans la même industrie. Leur vie est complètement différente. Ils ne sont plus en train de se battre les uns contre les autres. J'aimerais un jour écrire un livre, un autre, qui s'appellerait probablement Fuck Darwin. Il était merveilleux, Darwin. Mais malheureusement, on a retenu une seule chose de Darwin, c'est son idée de la sélection naturelle, que c'est le gros qui mange le petit. Le pire, c'est qu'il s'est lui-même démenti. Il a réalisé que non, c'était pas ça. Et tous les chercheurs en génétique des populations, effectivement, ont dit, ben non, c'est pas ça. C'est pas le gros qui mange le petit. Mais dans notre champ de conscience de ce moment, on n'était pas capable de contenir plus que ça, alors on a retenu que c'est le gros qui mange le petit, qu'on est en survie, alors on se bat. On se bat contre les autres, on se bat dans la vie. Plus de diplômes, plus de territoire, plus d'argent pour survivre. On sait pourtant, et Darwin a été le premier à nous le dire, mais non, c'est notre capacité à nous adapter, c'est de ça que vous parlez pendant 2 jours, à solidariser les uns avec les autres, à savourer la vie. Parce que pour s'adapter, il faut être là. Il faut être présent pour être capable de s'adapter à ce qui est là. Mais si on est dans la peur de ce qui va nous arriver, dans le déni de ce qui a été, on est incapable de s'adapter dans le moment présent. Alors, si on était capable de quitter cette fameuse croyance, ce serait merveilleux. J'aimerais ça que vous connectiez à cette place en vous qui se dise « Et s'il n'y avait rien à faire? Rien à faire d'autre que de me laisser advenir. » Imaginez-vous comment le petit bébé que vous étiez serait heureux. Un de mes amis bouddhistes me dit quelque chose de bouleversant un jour. Il me dit, est-ce que le petit garçon que tu étais serait fier de l'adulte que tu es aujourd'hui? Bien, honnêtement, plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais très loin du petit garçon que j'étais. Et il en a rajouté en me disant, tu sais, Rémi, c'est pas ta vie. Et quand il dit ta vie, c'est la vie du personnage que tu as construit, que tu es en train de vivre. C'est la vie du petit garçon que tu étais. Est-ce que réellement, tu es en train de faire vivre au petit garçon que tu es à l'intérieur de toi, la vie qu'il a le goût de vivre? Dans le fond, il a le goût de chiller, de s'amuser, de profiter de la vie, d'être là. Et je réalise que rien faire, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire ne plus rien vouloir faire pour être quelqu'un, pour survivre, pour devenir quoi que ce soit d'autre, pour se protéger, pour protéger les autres, pour protéger l'être humain. Mais comme il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire d'autre que d'être là, présent à ce qui se passe, bien, tout d'un coup, je peux répondre aux appels de la vie, là où je me sens appelé. Une de nos leaders l'autre jour disait qu'elle partait à la retraite, puis elle a peur de s'ennuyer. Une de nos amies lui a dit « Mais le monde est une salle d'urgence. Sois juste à l'écoute et tu vas pouvoir aider partout. » Alors, ne cherche à rien faire, mais mets-toi disponible. Et la journée où on arrête de vouloir faire quelque chose, on est disponible. On est capable d'écouter puis de répondre. Quand on est en survie, on réagit à tout ce qui nous arrive. Quand on est dans la vie, on est capable de répondre avec adéquation et justesse à la vie. Parce que quand on est dans la vie, on est dans l'amour. Et l'amour amène toujours la justesse. Ça, c'est ma croyance. Quand je ne suis pas dans la justesse, quand j'en fais trop puis je ne fais pas les bonnes affaires, je m'observe et je me dis, Rémi, tu as rebasculé dans le besoin d'être aimé. Quand j'ai besoin d'être aimé, j'en fais toujours trop.
quand j'ai l'impression que je dois gagner puis mériter mon existence, j'en fais toujours trop. Puis tout d'un coup, quand il n'y a rien à mériter, rien à faire, que je suis dans la vie, donc dans l'amour, je réponds toujours avec justesse à ce que la vie me demande. J'ai apporté à la dernière minute un petit vidéo que j'aurais le goût de vous présenter, puis merci beaucoup à l'équipe. Là, ici, là, ils se virent sur une scène, ils sont extraordinaires. Un petit vidéo parce que j'aimerais ça que si vous n'avez pas encore ressenti cette espèce de feeling d'être dans la vie, bien, j'aimerais ça que vous regardiez ce petit vidéo-là en essayant de revenir dans le ventre de votre mère, quand il n'y avait plus rien à faire que de laisser aller, de laisser la vie advenir. Télésino? C'est-tu pas merveilleux de réaliser ce qui peut apparaître du rien faire? Vous avez vu ces magnifiques, ces graines qui sont devenues magnifiques? Ils n'ont rien fait, ils ont juste laissé la vie faire sa job à travers eux. C'est-tu pas reposant? Quelqu'un me disait un jour, mais oui, Thierry, il y a aussi la souffrance qu'on rencontre, c'est douloureux, puis ma grand-mère m'a donné un enseignement merveilleux que je n'ai pas compris à l'époque, mais que je comprends maintenant. Elle me disait, un jour, je me rappelle, j'étais arrivé de l'école et j'étais allé la voir, puis j'avais dit « Ah, c'est de la marde, l'école! » Et elle me dit « Mais mon petit gars, c'est merveilleux, c'est justement ce que je mets dans mon jardin pour que ça pousse. » Bien, effectivement, vous savez, le gland du chêne ou la graine. Et j'aimerais ça qu'on compare ce gland du chêne, la graine, l'enveloppe, à l'ego que j'ai construit pour protéger. Il est super solide, super solide. Et comme il n'arrive pas, lui, à lâcher prise et à laisser la vie circuler, bien, ça prend de la marde dans le jardin. Ça prend du fumier, de l'humus, de l'eau, pour tout d'un coup ramollir la carapace et laisser la vie, laisser une brèche s'ouvrir pour que la vie puisse enfin circuler. Avez-vous le goût de mourir en glas ou en chêne? En bulbe de tulipe
ou en tulipe. J'aimerais ça qu'on puisse ensemble marcher, tous les Québécois ensemble, vers ce point de bascule où ensemble on va prendre conscience qu'on n'a plus à être dans la survie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentif aux appels de la vie, qu'on n'est pas attentif aux dangers en traversant la rue, bien sûr, un minimum. Mais on peut basculer de la peur à la vie, de la survie à la vie, de la peur à l'amour. Alors quand, bien sûr, j'essaie de pas courir après la souffrance, mais quand elle se présente dans ma vie, je me dis, ah, peut-être qu'elle vient m'aider à venir au monde, à fleurir. Le grand thème qu'on a abordé pendant 2 ans à la Maison des leaders, le thème de l'autorité intérieure. C'est comme si tout d'un coup, on était allé visiter ce qu'il y avait dans le gland, dans le fond, à l'intérieur de nous. Et on a découvert comment, bizarrement, ce thème de l'autorité qu'on voulait revoir autrement nous a amené à parler de docilité. Comment on peut être docile envers la vie qui est en train de se faire à travers nous. Depuis l'automne, c'est le thème de la tendresse qu'on est en train d'explorer pour voir comment on pourrait être plus tendre dans un monde où on est assez violent les uns envers les autres et envers soi-même. Le manque de tendresse parfois qu'on a envers soi-même. Et j'ai tellement ri la semaine dernière. Il y a un de nos leaders qui me dit, à la fin de la journée, il dit, écoutez la gang, vous m'avez attendri. Mais j'ai l'impression que vous m'avez attendri comme on attendrit une viande, avec ben des coups de marteau. Et finalement, on a ouvert un dialogue, on a réalisé que pour s'attendrir, pour que la fissure puisse se faire, pour avoir accès à sa fragilité, à sa vulnérabilité, bien, si on prend une viande, il faut soit la battre avec un marteau, soit la faire mariner, ou soit la faire cuire. Fait que parfois, la vie, elle monte la température. Parfois, elle nous donne des petits coups. Parfois, elle nous fait bien mariner pendant un certain temps. Et tout d'un coup, c'est ça qui nous permet de laisser une brèche, de lâcher le contrôle et de laisser la vie nous traverser. C'est tout. Bien, j'aimerais ça savoir maintenant, est-ce que ça résonne pour vous ou pas? Je vois des mots, je ne sais pas si Marie-Josée, tu as des questions de la gang, qu'est-ce que... Oui, il y a beaucoup de personnes qui réagissent depuis tantôt, Rémi. À partir de la méditation, quand on a pris des moments de silence, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont écrit là, disant comment ça leur faisait du bien, comment plusieurs d'entre eux aussi réalisaient qu'ils étaient vraiment en état de survie. Alors juste ça, je pense que c'est extraordinaire ce que tu nous fais réaliser présentement. Alors, on a une question de Mme Chantal Bazin. Alors, c'est « Bonjour, Rémi. Comment amener des leaders plus conventionnels à penser autrement? » Et ensuite de ça, une sous-question, c'est « Est-ce que seul mon pouvoir d'influence, ma volonté et surtout l'amour de nos employés puissent être suffisants ou du moins un bon début? Et sinon, comment puis-je m'y prendre pour faire arriver l'essentiel pour une meilleure santé sociale et globale de nos employés? » Toute une question. Et Chantal, tu vas être déçue de la réponse, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est... Moi, le monde qui veut m'influencer, il me gosse. Le monde qui m'aime tel que je suis, il me touche. Et bizarrement, ce sont eux qui me font bouger. Alors, dans ce que tu nous proposes, je pense que ce qui est dans le chemin, ce qui t'empêche de pouvoir influencer autour de toi, c'est ton désir de vouloir influencer, c'est ta volonté. Mais je suis heureux de voir que tu as ajouté l'amour. J'arrive à un moment de ma vie où, bien sûr, c'est une croyance qu'il n'y a que l'amour qui nous transforme. Moi, le monde qui veut me mobiliser, m'influencer, m'amener ailleurs, ils sont en train de me dire que je suis inadéquat, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas, moi, si je dis à Marie-Josée, d'ailleurs, Marie-Josée, si je te dis, tu sais, Marie-Josée, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu changes. Il faut que tu changes ça, puis il faut que tu changes ça.
Mais Marie-Josée, tout d'un coup, elle va devenir en stress. Elle va dire, oh mon Dieu, pour que Rémi continue à m'aimer, il faut que je change. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se paralyse, qui se ferme. Et là, bien sûr, elle va mettre à tout faire ce qu'il faut pour changer, mais dans le but d'être aimée, donc ça ne marchera pas vraiment. Elle va perdre son énergie, son temps. Puis même si elle y réussit, ça va être uniquement pour me faire plaisir, pour survivre dans mon regard, pour être encore aimée et ne pas disparaître, ne pas être jetée, ne pas être rejetée. Imaginez-vous si plutôt je dis à Marie-Josée, tu sais, Marie-Josée, t'as vraiment pas d'allure, mais je t'adore. Tout d'un coup, il se passe quelque chose de fou en elle. C'est « Hein? » Ce qu'il me dit, c'est que je change ou que je change pas, il va m'aimer pareil. Wow! Et tout d'un coup, l'énergie est... Je suis plus dans la menace, je suis plus dans la survie, je suis dans la vie. Et bien sûr, Marie-Josée va peut-être se dire, ben, il m'a quand même dit que j'avais pas d'allure, tu sais. Et là, Marie-Josée va se mettre à s'observer elle-même. Puis elle va se dire, ouais, c'est vrai que j'ai pas tellement d'allure. Et là, tout d'un coup, comme elle s'est sentie aimée, elle va être capable de s'aimer telle qu'elle, même dans son pas d'allure. Elle va accueillir qu'effectivement, c'est vrai que j'ai pas d'allure. C'est pas grave. Et tranquillement, il y a quelque chose qui va bouger, qui va se transformer. Je vais dire quelque chose de peut-être décapant, mais j'essaie vraiment de faire fondre tout désir de vouloir influencer qui que ce soit, de vouloir éviter la souffrance à qui que ce soit. C'est juste d'être là le plus aimant possible. Et je découvre comment... J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui influence. C'est l'amour qui nous transforme. Et c'est la même chose sur moi. Dans le fond, je me suis beaucoup jugé dans ma vie, j'ai beaucoup de culpabilité et j'ai beaucoup voulu changer. Mais bizarrement, un jour, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai voulu changer en moi, ça n'a pas marché. Puis je me suis dit, mais j'ai quand même changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les seules choses qui ont bougé en moi sont les choses qu'un jour j'ai été capable d'accueillir, d'aimer tels qu'ils étaient. Et bizarrement, c'est l'amour, c'est l'accueil qui a fait bouger ces patentes-là à l'intérieur de moi. Une autre question, Marie-Josée, ou un commentaire? Oui, absolument. Il y a une autre question. Alors, de José Mialuc. Bonjour, Rémi. Comme travailleur de la santé, comment rester dans la vie alors que la pression est bien réelle, surtout de ce temps-ci? Vous nous livrez un message inspirant qui demande un temps de réflexion. Alors, j'aimerais bien que les gens y réfléchissent davantage. Donc, pour un travailleur de la santé, comment peuvent-ils rester dans la vie alors que la pression est vraiment là? Un jour, j'avais lu, puis je pense que ça a beaucoup changé ma vie, un homme extraordinaire, Jiddu Krishnamurti. Il disait, « Je commence à évoluer comme être humain la journée où apparaît dans ma vie l'observateur et l'observé. » Dans le fond, tout ce qu'on peut faire, José, toi et moi, c'est probablement de s'observer quand on bascule dans la survie à cause de l'environnement autour de nous, puis de sourire. « Ah ben tiens. » Puis au lieu de se juger, d'être basculé à nouveau dans la peur, dans la survie, dans le besoin d'être aimé, d'être reconnu, dans le besoin de vouloir changer les autres, de s'en rendre compte et de se réjouir de s'en rendre compte plutôt que de se juger d'être basculé là. Et c'est tranquillement dans cette observation qu'on devient plus tendre envers soi-même. Et je pense que c'est que par l'exemplarité, c'est que par notre présence. L'autre jour, on a reçu à la Maison des leaders 2 personnes merveilleuses, Sophie et Éric du Centre Magalam. Donc, c'est des grands leaders qui réfléchissent à la spiritualité depuis des années dans l'approche d'Arnaud Desjardins. Puis il disait, ce qui nous a transformés, c'est de macérer dans l'énergie de présence d'Arnaud. Alors, José, si toi, tu es dans l'amour, tu es dans la vie, macérer dans ton énergie, les gens autour, peut-être que tranquillement, ils vont marcher aussi vers un chemin de liberté que par ta présence uniquement. Mais je le sais que c'est une demande de lâcher-prise terrible. On voudrait tellement aider les autres, on voudrait tellement être utile, mais la question à se poser, c'est qui en moi veut être utile? C'est encore mon ego qui pense que s'il n'est pas utile, il ne mérite pas son existence. Il n'y a rien à mériter, rien à faire. Un autre, Marie-Josée? Oui.
Alors, on a toute une nouvelle génération qui nous pousse dans le dos un petit peu. Alors, il y a une question, c'est quel message avez-vous envie de laisser aux jeunes qui seront nos futurs leaders? Ah, un seul, montrez-nous la route. C'est tout. C'est tout, il faut s'enlever du chemin. Écoutez, moi, là, à la Maison des leaders, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes leaders. Je dirais plus même que de plus vieux. Là. Je ne sais pas pourquoi, ça attire beaucoup de jeunes leaders. Et ils me décapent tout le temps, c'est « contemplons-les ». Présentement, un de mes maîtres, c'est un de mes fils. Les 3 fils m'apprennent. Mais sur ce chemin de la liberté, Charles Thomas, je vais vous donner un exemple. Charles Thomas, qui est un de nos 3 fils, le plus jeune, il me dit, il me dit, ah papa, il dit, je suis en Australie, là, je viens de travailler pendant un certain temps à Yamba. Je pense que je vais bientôt quitter Yamba. Je sens que c'est ça qui est dû. Mais je dis, ben tu vas où? Ben il dit, je sais pas, papa, j'ai pas encore quitté Yamba. OK? Alors, il me dit, je le rappelle plus tard, puis il me dit, ah ben c'est beau, j'ai quitté l'auberge, je vais vendre ma voiture, puis après, je vais partir. Ben, j'ai dit, tu vas aller où? Ben, je ne sais pas, papa, j'ai pas encore vendu ma voiture. Charles Thomas, il a 0 peur pour demain. Il n'a pas peur d'en manquer de rien. Il est complètement autonome depuis des années, mais il monte la route. Il monte à ne plus avoir peur, à ne plus être obligé de tout planifier, à danser avec la vie. Il y a une phrase qui est sur notre mur depuis des années à la maison, mais je trouve qu'il l'a mieux intégré que moi. C'est la phrase de John Lennon. La vie, de toute façon, c'est ce qui arrive alors qu'on a prévu autre chose. Alors, bien sûr, il y a plein de monde qui y avait donné toutes sortes d'idées, puis s'était dit peut-être que je pourrais aller telle place, telle place. Et la veille de vendre sa voiture, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, il y a un super spot de planche à voile telle place, de surf à telle place. Qu'est-ce que tu en penses? » Alors, c'est à ce moment-là qu'il a su que le lendemain, c'est là qu'il partait. Et il m'enseigne. Alors, je pense que nos jeunes, il faut les contempler. La chance qu'ont eu nos jeunes, c'est qu'ils nous ont eu comme parents. Mes parents, ils ont été merveilleux, mais bien sûr, ils ont atteint un certain stade de conscience et grâce à ça, ils m'ont permis de dépasser ce stade. Et nos jeunes, mes jeunes, ils ont déjà dépassé, ils ont déjà dépassé un stade que je n'ai pas atteint. Donc, c'est à moi à les suivre. Contemplons-les, écoutons-les. Parce que plus on leur dit qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils fassent, plus ils le font pour être aimés, pour être appréciés, pour être reconnus. Et si on faisait juste les écouter, puis les laisser nous montrer la route, c'est mon message. Merveilleux, Rémi. On a une autre question de Audrey Jonf. Ne rien faire. Le concept de ne rien faire, elle pose comme question, est-ce que l'activation est contraire à l'amour? J'aime beaucoup ça. Ah, j'adore ça. Merci, Audrey. Dans le fond, on devrait plutôt dire l'agitation est contraire à l'amour. Quand on est dans la survie, on est tellement agité intérieurement, on est toujours stressé, on pense toujours à demain, on est complètement stressé, on est dans une espèce d'agitation qui amène effectivement, je n'avais jamais connu ce mot-là, mais une activation, je m'active dans le fond parce que j'ai peur, parce que je suis incapable de contenir 2 choses. Je suis incapable de tolérer puis de contenir toutes les peurs qui sont en moi. Je suis incapable de contenir la souffrance qui se présente, donc je veux la fuir. Et peut-être que dans le vrai fond, là, je ne suis pas capable d'oser être en contact avec ce fantasme à l'intérieur de moi, cette espèce de quête d'absolu, de pouvoir enfin basculer dans la vie. Puis j'ai peur d'y toucher, parce que si j'y touche puis je bascule là, j'ai peur que tout s'effondre autour de moi, parce que effectivement, je ne me battrai plus. Je ne chercherai plus d'avoir des diplômes de plus en plus. Je ne chercherai plus ça. Donc, alors je me sens un peu menacé. Donc, dans le fond, Nelson Mandela nous l'avait dit, on a plus peur de notre lumière que de notre ombre. Alors, quand on est agité et on est dans l'agitation, c'est pour ne pas se rencontrer. C'est pour ne pas rencontrer la vie qui circule à travers nous, inconsciemment. Par ailleurs, quand on ne fait plus rien puis qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on est disponible, tout d'un coup, la vie nous interpelle. Puis c'est pas long. C'est pas long qu'elle nous interpelle. Et bien sûr, là, on va poser un geste, une action juste, en fonction de répondre aux appels de la vie. Je vous donne un exemple. Il y a une de nos leaders qui partait à la retraite il y a quelques années puis qui disait
Hey, j'en reviens même pas. Là. Moi, là, j'ai essayé de... Je voulais faire du bénévolat à la retraite. J'ai donné ma candidature à une couple de places. Ils m'ont même pas pris. Ça n'a pas de bon sens, etc. Parce qu'elle voulait absolument être utile. Elle voulait absolument... Dans le fond, elle avait besoin de s'agiter pour ne pas rencontrer le vide ou quoi que ce soit d'autre à l'intérieur d'elle-même. Et je lui dis, mais écoute, ça fait des semaines que tu me dis que tu trouves ça triste de ne pas être auprès de ta mère qui va mourir dans quelque temps. Peut-être que c'est là que la vie t'appelle. Elle a quitté Québec pour Sherbrooke. Elle est allée vivre avec sa mère les derniers mois de sa vie. Elle a répondu à cet appel qui hurlait déjà, mais qu'elle n'entendait pas parce qu'elle, elle voulait faire d'autres choses. Ça a été une expérience absolument formidable avec sa mère. 4 jours après le décès de sa mère, il y a eu une organisation qui l'appelait pour entrer sur un conseil d'une OBNL, pour aller aider et servir. En fait, on a tellement peur de ne pas être appelé, mais inquiétez-vous pas, le monde est une salle d'urgence. On va vous appeler. Et quand on ne vous appellera pas, bien, vous pourrez chiller. Rémi, pour continuer à faire... Ah, ben on a une question en direct, Rémi. Hein? Salut! Bonjour! Ton prénom? Amélie Poirier, je travaille avec le groupe Entreprises en santé, puis votre conférence m'interpelle énormément. Je vous trouve très inspirant. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence ce matin. Puis, j'aurais une question pour vous. Oui. Plusieurs personnes vivent des moments d'isolement en ce moment, dans les temps troubles qu'on vit. Et puis, je me demandais de votre côté, comment vous faites donc pour briser cet isolement qui nous accable tous? Bien, merci tellement, Amélie, pour cette question-là. Premièrement, si on ressent l'isolement, c'est qu'on se sent séparé. Hein? Et on pense que d'être en contact avec les autres, ça va régler le problème, mais dans le fond, c'est qu'on est séparé de la vie, on est coupé de la vie. Ça, c'est la vraie affaire. Bien sûr, quand on bascule de la survie à la vie, tout d'un coup, on n'est plus séparé, donc on n'est plus isolé automatiquement. Donc, quand je marche dans la nature, je suis la nature, je suis un avec la nature, je n'y ai pas la nature puis moi. Par ailleurs, on a fait une belle découverte extraordinaire à la maison. Dans la première pandémie, là, en mars, on a découvert à la Maison des leaders, en dialoguant, qu'effectivement, il y a une différence entre solitude et isolement. Qu'on devait apprivoiser la solitude. La solitude, c'est merveilleux. C'est être capable d'être seul et d'être bien, puis de se sentir complètement connecté aux autres, à la vie, à la nature, et sans avoir besoin d'avoir quelqu'un en présence. L'isolement, c'est se sentir séparé des autres, et ça, c'est très dangereux pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Puis en attendant de basculer dans la vie à nouveau, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on est allé, je dirais qu'on a retrouvé un vieux mot qu'on a jeté avec les églises, qui n'appartenait pas partout à l'Église, le mot « communion ». Hein? C'est un mot qu'on ne parle pas aujourd'hui. Personne ne parle du mot. C'est un mot qui est parti, qu'on a flushé avec le bébé, là, puis l'eau du bain. Là. Le mot communion. Et depuis mars, ce qu'on essaie de développer à la Maison des leaders, à travers la grande communauté des centaines de leaders de la francophonie dans le monde, on a essayé de développer à travers les écrans, à travers les petits textos, à travers les téléphones, on a développé de plus en plus ce sentiment qu'on est en communion les uns avec les autres. Et tout d'un coup, on se sent de moins en moins seul. Alors, c'est de se dire avec qui, moi, je me sens en communion, qu'on se parle ou qu'on se parle pas, qu'on se voit ou qu'on se voit pas. Je pense vraiment qu'on devient les mots qu'on prononce. Alors, je nous invite tous de commencer à prononcer le mot communion. Bien, on va devenir en communion les uns avec les autres. Et tout d'un coup, être ensemble dans une même pièce va être beaucoup moins important parce que qu'on soit ensemble ou pas, on est en communion de toute façon les uns avec les autres. Et tout d'un coup, on est capable de tolérer cette solitude sans se sentir isolé. Alors, c'est peut-être un petit truc de remettre au programme de nos vies la communion. Merci. Et pour conclure, Rémi, on aimerait peut-être, si c'était possible, de nous donner quelques trucs si on veut pouvoir avoir plus de temps de silence pour nous. Pour conclure, il nous reste environ 1 minute.
Et si on prenait une minute de silence ensemble? Vous en aurez peut-être pas beaucoup des minutes de silence aujourd'hui. Remettre du silence dans sa vie, une semaine de temps en temps, quelques jours ici et là, des quelques minutes à chaque jour, pour tout d'un coup écouter de l'intérieur. Il y a tellement de bruit dans notre vie. On est tellement bruyants nous-mêmes qu'on vient qu'à plus rien entendre de cette vie qui circule. Alors je nous proposerais que pour la minute qui reste, on reste en silence, qu'on essaie d'écouter un peu de l'intérieur. Merci à toute la gang ici pour les 101 petits gestes de tendresse que vous avez envers nous, les conférenciers. Wow! Merci beaucoup, Rémi Tremblay. En fait, on est juste un petit picot dans le paquet de picots de l'univers, composé de picots avec toutes les petites cellules qu'il y a en dedans de nous. C'est extraordinaire. J'ai l'impression que plusieurs participants allons revoir cette conférence-là. Ça vaut sûrement la peine. On va capter d'autres messages de Rémi Tremblay. Alors maintenant, on a un petit 10 minutes de pause. Vous allez pouvoir réseauter, vous allez pouvoir visiter l'espace des exposants. Manquez pas la démo de Le Grand Chemin. Vous pouvez encore aussi participer au concours. Et je suis certaine que vous allez également aimer la conférence qui va suivre, celle donnée par Mme Ali Boilard, présidente du réseau d'Annie RH. Et le titre de sa conférence sera « L'art de la reconnaissance en milieu de travail ».